La préparation physique spécifique qui est poussée trop à l'extrême et au final on se Ouais. retrouve à faire n'importe quoi. Le n'importe quoi, ce serait courir avec des gilets lestés, tu vois. Comme ça, tu dis, je serais plus fort à vide. Sur la relation intensité-temps, on n'est pas au même endroit, donc la spécificité, c'est même pas la même. Ouais, la spécificité évolue en fonction de ton niveau. Exactement. Les 4 principes majeurs de la prépa physique, de l'entraînement, l'individualisation, la surcharge progressive et la spécificité. Tu peux pas travailler à des très hauts pourcentages et courir très très vite si t'as un VO2 max qui est de base pourri. Ce serait quand même lunaire de se dire que tu maintiens pas les qualités de force quand tu fais un focus sur le développement de la puissance. Je pense que si on est vraiment très éloigné de l'échec, pour le coup, t'auras pas vraiment une charge si lourde que ça, quoi. Si tu gagnes du muscle, tu gagnes de la force. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Ce nouveau podcast, ça va s'inscrire dans une nouvelle série. On en a fait une série pour les pathologies qu'on continue de tourner. Et là, on va en faire une spécifiquement sur l'analyse du sport et la préparation physique derrière, et puis même un petit peu la préparation plutôt énergétique. On va essayer de lier nos compétences avec Alexis pour sortir quelque chose qui a du sens et qui pourra peut-être t'aider. Donc ouais, déjà d'emblée, il faut pas hésiter à mettre des commentaires pour dire le prochain sport que tu voudrais. Là, on va faire un sport assez large pour pouvoir toucher un peu tout le monde. Mais après, on va évidemment faire des sports un peu plus spécifiques. Donc ce serait cool d'avoir ton avis par rapport à ça. Ouais, je pense que ça aidera. Là, ça va vraiment être une série qui devrait intéresser pas mal de gens parce que on va essayer de couvrir un peu le spectre. Là, c'est le premier épisode, donc ce sera peut-être pas le plus précis, mais d'essayer d'avoir en fait tout le processus de pensée en fait qu'il y a derrière la mise en place d'une préparation physique, parce qu'à chaque fois, quand on a des questions, des fois c'est trop précis, sans contexte, etc. On n'a pas le contexte. Et là, l'idée, c'est vraiment d'aller mettre du contexte pour qu'on comprenne. Parce que là, tu peux pas dire oui, je suis trailer, quel exercice faire, tu vois. Enfin, Les pires questions. Voilà. Le squat, c'est bien pour le train. Waouh. Waouh, comment te dire. En fait, faut contextualiser, tu vois. Ouais. Ça dépend quand. Ça dépend dans ta saison, nanana. Enfin, il y a plein de trucs, tu vois. Donc, en fait, on va essayer vraiment de partir en fait du même schéma à chaque fois, un peu de l'analyse de l'activité, les différents facteurs de performance. Après, on va parler des mouvements dans le sport en question, analyser un petit peu ça, en lien avec les facteurs de performance, les adaptations qu'on veut créer. Et puis après, derrière, on va faire le lien avec l'entraînement. C'est-à-dire qu'on analyse un peu le sport et les besoins qu'il y a dans ce sport. Et derrière, c'est à partir de cette analyse et des évaluations qu'on fait qu'on détermine ce qu'on doit faire. Après, c'est évidemment plus complexe que ce qu'on va présenter, mais il y a tout un aspect après, périodisation de l'entraînement, programmation et tout. Ça va très loin, c'est tout un métier, hein. C'est pas pour rien que c'est le métier de la préparation physique. Ouais. Mais on va essayer quand même de donner quelques éléments qui permettent d'alimenter la réflexion. Donc première chose, l'analyse de l'activité. Donc on est sur du demi-fond aujourd'hui. Ouais, Donc, demi-fond, fond, on va dire en gros de la course à pied déjà pour pas spécifier parce que je suis pas sûr qu'on en refasse un sur du fond, demi-fond, 400 mètres. ouais, en Je pense fait, on va plutôt couvrir la course à pied de route déjà. Parce au que, global, ouais. Ouais, la course à pied de route, je pense, parce qu'après il peut y avoir des spécificités si on sort un peu de la route. Mais ouais, je pense comme premier sport c'est bien, sachant que courir, c'est une locomotion qui est quand même bien empruntée par beaucoup de sports. Donc ça permettra d'avoir déjà une base d'entraînement, quoi. Pour le reste. Mais après, est-ce qu'on spécifie, on va peut-être spécifier aussi les. Parce que évidemment, la préparation physique, si on chipote un peu, même si on chipote pas parce que c'est différent, mais si on prépare un athlète pour un 800 mètres, ce sera rien à voir avec un marathon, forcément, par rapport à la durée de l'effort et du coup, derrière les durée, intensité, les facteurs de perf, tout va être différent. D'ailleurs, juste par rapport à ça, mais quand on voit les entraînements des athlètes sur du très très court, on va dire du 400 par exemple, déjà ils n'ont pas la même morphologie que des athlètes de fond. Et la préparation physique a quand même pas la même place dans la préparation globale. Les qualités, on va dire, même si dans les deux cas c'est évidemment important, mais il y a forcément des différences dans ce que tu vas mettre Tu dans veux dire l'entraînement que et la quantité même de préparation physique que tu vas faire. Sur un 400 mètres, généralement, ça fait vraiment partie intégrante et c'est non négociable, quoi. Des fois sur de la longue distance, bon. Oui, parce que Les tu es enfants- forcément sur des durées Oui, plus c'est ça. courtes, des intensités plus importantes, donc tu es obligé de développer tes qualités neuromusculaires à côté, Exactement. force, puissance, tout ça. On va y revenir, mais en tout cas, ouais, déjà, bon, sur la course à pied, toi, comment tu vois le truc
faire un peu une analyse sur une distance précise ou sur Ouais, on va dire on va dire quand même sur du demi-fond, donc on va dire au-delà de 1000 mètres au moins, au-delà de 1000 mètres. au-delà du kilomètre quand même, histoire que ce soit quand même un exercice où tu as les qualités énergétiques qui rentrent beaucoup en jeu, même si dans tous les cas ça rentre en jeu, et puis pousser jusqu'à on va dire 10 kilomètres. Donc Ok. ça reste quelque chose qui est quand même très très court, hein, si on avait la espèce de relation intensité-temps, on est quand même assez proche, même si effectivement, Sur 1000 mètres, on est quoi ouais, sur les. Alors, évidemment, sur les. On va prendre l'exemple 3 minutes, enfin, on va dire des pour meilleurs. Oui, ouais, après, on peut prendre sur les meilleurs. Je sais plus c'est combien, ça doit être de 2 minutes. 20 quelque chose. Et sur le 10 km, c'est 10 quoi? Un peu km, moins de ça doit être 30? 20 et quelques? 26, je sais pas c'est quoi les records, mais après, c'est extrême, quoi. C'est extrême, mais pour la majorité, on va dire, déjà, si tu fais 3 minutes au 1000, c'est déjà bien. Et si tu cours un 10 km en, on va dire, 40 minutes, et là encore une fois, hein, je te dis, 40 minutes, tu commences déjà à bien courir. 40-45 minutes, pour la plupart des personnes, en tout cas, je pense qu'ils nous écoutent, tu vas être dans ces eaux-là, en tout cas en termes de durée. Ok. Et déjà, ça permet de donner un cadre, parce que bah, tu sais qu'en gros, tu vas être pendant ce temps-là sur une certaine intensité. Euh, voilà par rapport à ça. Après, du coup, là, le podcast, en tout cas les podcasts, on va essayer de les distinguer en différentes parties. Un petit peu l'analyse de l'activité, comme Alexis l'a dit. Après, le développement des qualités physiques, donc vraiment spécifiquement préparation physique. Et après, comment lier ça un peu, on va pas rentrer trop dans les sujets, mais sur les qualités plutôt énergétiques, donc la réalité de l'entraînement du coureur. Et du coup, on va garder ces trois parties-là pour que ce soit assez clair et qu'on puisse faire ça pour les mêmes sports. Euh, L'analyse de l'activité, je pense que c'est bien de le faire d'un point de vue purement, on va dire, énergétique, c'est-à-dire les filières, etc. Et aussi d'un point de vue plutôt mécanique. Pourquoi on veut faire quelque chose d'un point de vue mécanique? C'est que nous, derrière, ça va nous donner déjà le contexte et la spécificité de l'activité, ce qui est hyper important. C'est-à-dire que tu dois partir de l'analyse, tu dois, entre guillemets, éclater le sport, enfin, éclater le sport en question, la cinématique, les temps de contact au sol, les vitesses, etc., les positions, est-ce que c'est linéaire, est-ce qu'il y a des changements de direction, et à partir de cette spécificité-là, tu seras capable de donner des contenus qui ont du sens. Alors après, il y a le débat de la préparation plus générale et spécifique, etc., mais globalement, c'est bien de toujours avoir en point de vue final la spécificité de l'activité. Je sais pas ce que tu en penses. Clairement, clairement, je pense il faut éclater un petit peu l'effort en fait. Il faut comprendre l'effort qu'il y a dans le sport en question. Évidemment, partir, je pense, d'un truc global, c'est-à-dire durée, intensité, déjà, ça te donne une idée générale. Tu Ouais, vois, quand tu disais, déjà juste d'un point de vue extérieur, sans rentrer plus dans les détails, mais si tu dis quelqu'un qui court un 200 ou un 400, il n'aura pas le même physique que quelqu'un qui court un 1000 ou 10 000 mètres, quoi, 10 km. Déjà, ça, rien que par rapport à la durée, par rapport à l'intensité de l'activité, tu arrives déjà à en tirer des choses. Ça, c'est le premier, je pense, le levier, enfin, comment dire, le niveau d'analyse le plus superficiel. Après, il faut éclater encore plus l'effort en plusieurs catégories, mais je vois déjà, oui, comme tu dis, l'énergétique et le mécanique. ouais, Voilà, bioénergétique, biomécanique. Où là, comme tu dis, dans la biomécanique, on peut encore aller dans la cinématique et dans la cinétique, analyser le mouvement, analyser les forces, les ouais. vitesses, tout ça. Au niveau bioénergétique, il y a plein de choses. Ça, je te laisse un peu plus la main là-dessus. Mais sur tout ce qui est de la prise d'oxygène dans l'air Ouais, ouais, jusqu'à les filières l'utilisation dans les globalement. muscles, Ouais, chaque élément et chaque facteur qu'il y a tout le long en fait de ce cheminement, tout ce qui peut être optimisé, évalué, etc. C'est un peu comme ça que je vois le truc, quoi. Donc d'un point de vue déjà analyse de l'activité, on peut partir de ça. Je te propose qu'on commence par l'aspect bioméca. ouais. Donc déjà on disait entre 1000 mètres et 10 000 mètres. L'idée, Ce qui est large, hein. ce qui est large quand même, hein, courir entre on va dire 3-4 minutes et 30-50 minutes, ça dépend du niveau des gens. Ça, c'est Euh, important d'ailleurs à souligner, hein, c'est que les demandes au final ouais, sont différentes, hein, parce que des fois, en fonction du niveau bien ouais, sûr. on se dit, par exemple sur l'exemple du marathon, on dit, ouais, par exemple Kipchoge il arrive à courir en 2 heures,
Mais ça veut dire que globalement, pour lui, forcément que sur le continuum d'intensité et de durée, il sera plus sur la gauche, il sera plus proche de quelque chose d'intense par rapport à quelqu'un qui fait un marathon en double de temps de 4 heures. Donc déjà, sur la relation intensité-temps, on n'est pas au même endroit, donc la spécificité, c'est même pas la même. Ouais, la Donc, spécificité évolue en fonction de ton niveau. exactement, donc ça déjà, c'est important à prendre, c'est-à-dire que oui, il y a une spécificité, mais il y a aussi une spécificité qui est dépendante du niveau de la personne, initialement. Donc ça, c'est important quand même à prendre en compte, que ce soit dans un développement... Enfin, après, des qualités physiques, je pense que ça va peut-être pas changer des masses, mais sur les qualités énergétiques, ça peut changer. Bah ça c'est comme un peu quand on dit que des fois la meilleure évaluation c'est le sport en lui-même, tu vois. C'est la compète, ouais. C'est la compète. Ouais. Ça t'apprend tellement de choses, il y a tellement de choses que tu peux comprendre comme tu dis au niveau énergétique comme au niveau bioméca, ce sera pas du tout pareil quelqu'un qui va courir le marathon en 4 heures et celui qui le fait en Ouais. 2 quoi. Euh, Et puis on pourrait pousser les analyses, tu sais, les pourcentages, les seuils, les machins Oui, oui, après, auxquels tu te situes et tout en fonction de ton niveau et tout. Bon, déjà, évidemment, on peut aller là si on rentre vraiment dans les détails. Après, si on commence par l'aspect biomécanique, ce qu'il faut se dire déjà, c'est qu'on est sur de la course à pied. Quand même, on commence assez simple là aujourd'hui. On n'est pas dans des sports où il y a plein de mouvements très différents, etc. Où il y a du chaos, etc. Là, c'est plutôt linéaire. ouais. Le but, c'est de courir, donc de répéter un pattern de course euh, sur de la durée. Globalement, c'est quand même relativement simple. Après, déjà, en termes de facteurs de performance, on ne sait pas trop s'il y a une technique qui est meilleure qu'une autre, ça c'est toujours le débat. Peut-être qu'il y a une technique qui est meilleure. On avait fait un podcast là-dessus sur la technique, Ouais. la performance, les risques de blessure, etc. Il y a probablement une technique qui est meilleure pour un individu donné, à un instant T, parce que la technique peut peut-être évoluer aussi avec le temps. Mais y a pas, on peut pas forcément dire tiens en course à pied il faut adopter cette technique là parce qu'elle est meilleure, parce qu'il y a plein de facteurs morpho-anatomiques, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et qui font que une technique pour un va être plus efficiente, tu vas mieux t'économiser sur la course et tu auras moins de risques de blesser, etc. Et tu seras juste plus à l'aise, plus performant, alors que la même technique ne sera pas bonne pour quelqu'un d'autre. Donc ça, je sais pas trop, on va peut-être pas trop se prendre la tête sur l'aspect technique. Après, d'un point de vue biomécanique, un truc qui de base qu'il faut comprendre sur de la course à pied au global, c'est d'autant plus vrai peut-être sur de la courte distance, entre guillemets, là dans notre continuum, on a dit entre 1000 mètres et 10 000 mètres, ce sera d'autant plus important sur du 1000 mètres, j'allais dire les temps de contact assez courts, Mm. vu que tu cours plus vite nécessairement, et que la distance elle est moins importante à parcourir, donc tu vas courir plus vite que sur 10 000, donc forcément si tu cours plus vite, tu passes moins de temps au sol, donc déjà faut être bon sur des temps de contact qui sont assez courts, donc déjà d'un point de vue tissulaire, les qualités musculaires, articulaires, tendineuses, la raideur, Ouais. la raideur globale à tous ces niveaux-là en fait. Ouais, que ce soit articulaire, tissulaire. Articulaire, tendineux et musculaire, Ouais. hein, le fait de résister à la déformation Mm. pour justement stocker, emmagasiner, puis restituer l'énergie élastique qui est stockée dans tous ces tissus conjonctifs là, parce qu'on le rappelle, mais il y a une partie de l'énergie quand on se déplace, donc l'énergie potentielle, l'énergie cinétique, il y a une partie de l'énergie à chaque appui, à chaque impact quand on court, qui est stockée dans nos tissus. Et il y a le reste, forcément, on n'a pas un rendement musculaire Dissipé sous forme de chaleur. qui est dissipé sous forme de chaleur et donc qui se dissipe. Mais donc les temps de contact vont être importants parce que plus les temps de contact vont être courts et moins ça va se dissiper sous forme de chaleur et plus ça va être stocké et restitué normalement dans les tissus. Donc il va falloir être capable de résister à la déformation pour pas que les tissus ils s'écrasent et qu'ils se déforment et qu'ils laissent entre guillemets l'énergie se dissiper. Donc ça va être je pense un premier facteur de performance. Après il y aura la capacité à générer de la puissance. Là Ouais. quand on parle de puissance, c'est évidemment la force fois la vitesse. On dit la force fois la vitesse, on se rappelle, hein, on mettra éventuellement le schéma, mais de la courbe force-vitesse pour que ça parle un peu à tout le monde. Mais quand on met la courbe force-vitesse, évidemment, plus on va vers une autre vitesse, moins en produit de force, et inversement. Mais la courbe force-vitesse peut faire une courbe de puissance qui est parabolique. Mais la puissance, c'est pas forcément la puissance max. Le haut de la courbe de puissance, c'est à n'importe quelle vitesse. Mm. Donc forcément, quand on est sur un 1000 mètres,
on sera davantage vers la droite dans la coupe force-vitesse, vu qu'on va plus vite. Et du coup, on sera davantage vers la droite sur des courbes de puissance. Alors que sur 10 000 mètres, on ira moins vite. Bon, après, Ouais, c'est globalement, certain. ça. Après, ouais. Après, moi, j'aime bien voir ça sur l'espèce de relation entre la vitesse et la durée. Parce qu'au final, la relation force-vitesse, tu pourrais l'avoir. Enfin, tu vois, tu pourrais l'avoir à l'échelle d'un muscle, tu pourrais l'avoir à l'échelle d'une articulation. Par exemple, la puissance articulaire, qui est le couple fois la vitesse d'extension, par exemple, de la hanche, etc. Donc, après, ce qui est certain, c'est que les qualités de puissance vont être hyper intéressantes, surtout bah, plus l'intensité de l'exercice est court et plus les qualités de puissance seront quand même assez discriminantes. Et Ouais, tout à clairement. l'heure, on en parlait de la notion de puissance et même de vitesse réserve, puisque toutes les vitesses, en fait, tu peux les retranscrire aussi en puissance, donc ça revient un petit peu à la même chose. Donc, ouais, en tout cas, l'idée ici, c'est d'essayer d'avoir en tête la spécificité, du coup, qui est les temps courts, une vitesse importante, et après de se dire, en tout cas, moi, c'est ce que je fais un peu dès que je planifie, c'est de se dire, ok, bah maintenant, quels sont les prérequis ou quels sont les outils qu'on a à notre disposition pour améliorer le final, en fait. La spécificité et du coup les temps de contact assez courts et cette pliométrie qui est quand même assez intense. Et après l'idée c'est de tisser toujours une continuité pour passer de là où tu es en ce moment à la spécificité de l'activité. Après, une petite notion, j'en discutais je sais plus quand, euh, pour moi, tu sais, en périodisation, en planification, tu peux justement déterminer la spécificité de l'échéance et te dire, bah, très, très loin, je vais travailler autre chose, en fait, ce qui Ouais. paraît logique. Mais après, faut aussi recontextualiser par rapport à la personne, parce qu'imaginons que, ok, tu as la spécificité, tu travailles à l'opposé, mais imaginons que l'opposé, en fait, c'est déjà les qualités fortes de ton athlète. Est-ce que le retour sur investissement de développer ça, c'est intéressant? Les Peut-être pas qualités des de. masses. De quoi? J'ai pas compris. Les qualités de. Non, Quand mais t'es à l'opposé. ouais, en gros, si par exemple tu travailles à l'opposé de la spécificité de l'activité, Hmm. mais que ça reste le point fort de ton athlète, Ok. bah c'est peut-être pas intéressant en fait. Donc autant mettre tes billes autre part pour améliorer le retour sur investissement que tu as. Donc encore une fois, c'est toujours une question de ok la spécificité, mais ok le profil de mon athlète en fait. Alors, oui, déjà, si en gros, je vais essayer de synthétiser un petit peu tout ça pour la partie analyse de l'activité, mais on a compris que entre 1000 mètres et 10 000 mètres dans notre exemple, il y a évidemment l'aspect bioénergétique, l'aspect biomécanique, Ouais. les deux sont importants. C'est d'autant plus important à niveau. Enfin, c'est différent, mais même au niveau bioénergétique, ça va pas être les mêmes systèmes énergétiques qui vont être impliqués de la même manière sur des plus courtes distances comme 1000 mètres par rapport à 10 000. Et puis au niveau biomécanique, tout ce qui va être globalement force, vitesse, tout va être plus élevé Ouais. sur des distances plus courtes. Donc on aura davantage de contraintes et de demandes au niveau neuromusculaire. Donc de besoin de force, besoin de vitesse, enfin de force à vitesse élevée pour le coup, de puissance concrètement, de qualité pliométrique, élastique, etc. Donc ça c'est sur l'analyse de l'activité. On comprend que du coup il y a besoin à la fois en fonction évidemment de la nature de l'effort. Sur 10 000 mètres, on va évaluer peut-être différemment les qualités bioénergétiques. Mais globalement, que ce soit 10 000 ou 1000, ça sera intéressant d'évaluer les qualités neuromusculaires, donc évaluer les qualités de force, évaluer des qualités de puissance, de vitesse. Moi, je sais pas comment tu ferais, mais moi, j'aime bien sur la prépa physique, globalement. Évidemment, il faut pouvoir en tirer des infos qui, suivant les sports, c'est pas forcément toujours pertinent, mais faire tu vois, un profilage force-vitesse, bon là, pour le coup, sur de la course à pied, tu es dans un vecteur horizontal. Donc Ouais, c'est ça. faire du profilage sur du saut, c'est peut-être pas forcément le plus Ça, pertinent. on avait parlé sur le podcast sur la pliométrie quand on parlait de l'intérêt des indicateurs du CPR ici, etc. Et par rapport à la spécificité de l'activité, en fait. Parce que, enfin, si tu vas chercher par exemple des grosses flexions de genoux et que ton athlète est mauvais, ok, il est mauvais, mais peut-être que ça va pas du tout l'aider dans tous les cas sur Oui, son tu t'en fous. activité. Donc, Voilà. donc après, c'est pas l'idée, c'est pas toujours de faire des tests pour faire des tests, c'est de faire C'est des ça, tests qui sont. il faut partir de ce qui est important dans le sport, puis ensuite évaluer l'athlète dans ces choses, dans ces facteurs de performance là, et derrière prendre des décisions, savoir dans quoi il est fort, dans quoi il est faible, et après il y a les logiques de évidemment après ça. Enfin moi je vois ça en fait, je vois il y a analyse de l'activité pour comprendre
l'effort et les demandes, ouais. le sport, quoi, concrètement, ce qui se passe. Et qu'est-ce que ça veut dire être performant dans le sport? Il y a ça. Ensuite, il y a analyser l'athlète, comment il se situe par rapport aux besoins de ce sport, dans ses besoins, dans ses facteurs de performance qu'on a analysés avant. Et après ça, il y a périodisation, planification, programmation. Euh, pour moi, enfin, après, tu sais, de toute façon, on en parlait, nous, dans la formation sur Pio Pro, et j'en reparle dans la prochaine formation que je vais sortir là sur la force, mais sur les notions de périodisation, planification, tout ça. En fait, moi, je vois la planif, c'est au global. En fait, tu vois, c'est comme Ouais, si et puis la c'était. périodisation, c'est les C'est comme blocs si là. tu avais des boîtes dans des boîtes, tu vois. Ouais, Pour moi, la box la plus extérieure, entre guillemets, c'est la planif. Dedans, il va y avoir la périodisation. ouais, Et c'est ça. dedans encore, il y a la programmation. Euh, la périodisation, on pourrait la définir, moi je la définis un peu comme le fait de prévoir d'une façon non aléatoire la variation dans l'entraînement. Parce qu'au final, quand on périodise et qu'on programme, enfin quand on périodise surtout, c'est qu'on dit tiens, à tel moment, on va varier sur certains facteurs, le volume, l'intensité, les exos, tout un tas de choses. En gros, planifier, périodiser, c'est jouer sur la variation dans l'entraînement. On rappelle, hein, mais parce que là on parle de prépa physique, mais les différents, les quatre principes majeurs, je pense, de la prépa physique quand même, de l'entraînement, qui sont quand même la variation, l'individualisation, la surcharge progressive Spécificité. et la spécificité. Ça nous paraît nous évident parce que on est tout le temps avec, mais au final, le fait de périodiser, c'est de jouer sur la variation, sur le continuum entre la variation et la spécificité, parce que tu peux pas tout le temps faire le sport en lui-même. Si tu fais que Mhm. ça, bah du coup, à un moment donné, tu vas atteindre un plateau. Donc tu as besoin de varier pour continuer de progresser sur d'autres trucs. Après, il faut individualiser et il faut surcharger progressivement. Ça paraît évident. Mais ouais, la périodisation, c'est ça. C'est le fait d'organiser en quelque sorte la variation. Donc je disais, il y a l'analyse biomécanique, il y a l'évaluation de l'athlète dans le contexte de l'analyse qu'on a vu avant. Après, il y a périodisation, programmation, tout ça. Et puis, il Mhm. y a la mise en œuvre du plan, quoi, Ouais. pour arriver à la performance. Donc ça, Qui va changer d'ailleurs. c'est-à-dire... Je veux dire, c'est Oui, 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 généralement tu planifies un truc, mais bah, c'est tout dynamique change quoi. et j'ai prévu de faire des posts là-dessus, hein. Je sais pas si je ferai une vidéo YouTube là-dessus, mais la périodisation, il y a très peu de personnes en parlent au final, mais c'est un gros bordel, hein, parce que au final, c'est quelque chose qui est, tu vois, à la base, c'était un truc très rigide. Tu vois, au début, la périodisation, tu sais, avec les modèles et tout. On va pas forcément en parler aujourd'hui, mais c'est quelque chose de très rigide, alors qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a cette nécessité de s'adapter en permanence à un changement et que du coup, ouais, ça change tout le temps, quoi. Mhm. Donc c'est assez complexe. Donc pour revenir un petit peu sur ce qu'on faisait, j'avais un peu synthétisé sur cette perf là, entre 1 km et 10 km, qu'il y avait des besoins bioénergétiques et il y avait des besoins biomécaniques. Peut-être, je vais peut-être Donc, souligner deux trois trucs sur le bioénergétique parce que ça va faire un ouais, lien. on l'a pas fait, ouais. Ouais. Bah, du coup, après, c'est vrai que pour moi, c'est plutôt le côté mécanique qui va contraindre le côté bioénergétique. Il y en a qui pensent que c'est l'inverse. Moi, je pense que c'est dans ce sens-là. Mais Ouais. en vrai, ça, c'est des débats. Mais en gros, t'as Oui, oui, je suis point de d'accord avec vue, toi. point de vue mécanique qui va contraindre le bioénergétique. Et après, l'idée, c'est de se dire, OK, quels sont les facteurs de performance pour performer entre, on va dire, 1000 mètres et 10 000. Et au final, c'est pas si éloigné que ça. Euh, on va essayer de faire extrêmement simple. Pour moi, il y a trois facteurs et il y en a un qui va être ultra important, surtout pour tout ce qui va être préparation physique. Bon, le premier facteur, qui est généralement le plus connu, ça va être VO2 max. En gros, c'est un indicateur physiologique. C'est ton plafond métabolique, on va dire. C'est-à-dire à quel point, d'un point de vue purement aérobie, on va dire, tu peux fonctionner et jusqu'à quelle quantité tu peux fonctionner. VO2 max, c'est un débit, donc c'est un débit d'oxygène. En gros, c'est combien tu peux prendre à la minute. Et généralement, c'est un super bon indicateur de performance parce que celui qui est capable d'assimiler, transporter et utiliser à la périphérie le plus d'oxygène, c'est gagnant pour lui. Après, il y a un autre facteur qui est la fraction d'utilisation. Ça, c'est un petit peu plus subtil. En gros, c'est le pourcentage auquel tu es capable de travailler par rapport à VO2 max. Donc, imaginons que tu as un VO2 max, on va simplifier les calculs, hein, mais de 100. Si tu as une fraction d'utilisation de 95, ça veut dire que tu es capable d'utiliser 95% de ton volume, de ton débit maximal. C'est ultra important. Et après, il y a un dernier facteur qui est l'économie.
Là, l'économie, en gros, ça va être, pour faire très simple, ça va être ta dépense énergétique sur une vitesse donnée. Et ça, encore une fois, c'est hyper important et c'est un paramètre avec lequel, sur lequel on peut jouer quand on fait du développement de la pliométrie, etc. Et ça reprend aussi la notion de raideur, par exemple, tendineuse, raideur articulaire. Une grande majorité, comme on le disait, est dissipée sous forme de chaleur. Mais quand tu utilises des modalités de type pliométrie, de type renforcement, tu peux jouer un peu sur cette dissipation-là. Ça veut dire que, en gros, tu vas être meilleur à faire la conversion entre l'énergie métabolique et l'énergie mécanique. Donc, en gros, tu vas être plus efficient à passer d'un d'eux. Et du coup, c'est l'amélioration de l'économie. Donc, il y a VO2 max, il y a la fraction d'utilisation et il y a l'économie. Donc, une fois qu'on a ça, on a à peu près notre image de la spécificité d'un point de vue mécanique, on a la spécificité d'un point de vue métabolique, et après, bah, c'est comment on organise tout ça. Ouais, je voyais aussi un peu, moi, je voyais vraiment l'entraînement. Je vois un peu ça comme ça. Je sais pas ce que tu me diras ce que t'en penses, mais je vois un peu. Pour moi, en prépa physique, tu vas avoir le côté énergétique, travail entre guillemets du cœur, tu vois, tout ce qui est vraiment dans le pattern spécifique où tu vas courir et tu cherches à être autour de certaines fréquences cardiaques, de Ouais. certains pourcentages de seuil ou de VO2, VMA, machin, tous ces trucs-là, hein, que tu connais mieux que moi, Mm. même si j'ai des notions, mais voilà, il y a ça, et à côté, il y a l'entraînement, entre guillemets, dissocié, où là, on va entraîner soit des tissus spécifiques, soit le système nerveux. Et là-dedans, moi, je mets travail de force, travail vitesse, travail puissance, Ouais. travail pliométrie. Pliométrie, donc avec les qualités tendineuses articulaires et RFD, enfin d'explosivité, toutes ces choses-là. Mobilité, bref, tout ce qui va être tissu, système nerveux, il y a d'une part, et de l'autre côté, il y a Ouais. l'énergétique, tu vois. C'est un Même peu comme ça que si, je vois. même si, en fait, je pense que de base, moi, c'est la vision que j'ai, hein. Pour moi, c'est des qualités qui sont un peu dissociées. Même si, moi, il y a certains sports Hmm. où je vais être un peu un intermédiaire. Euh, Par exemple, moi en renforcement, je vais donner mes méthodes. Je vais pas donner mes méthodes, mais des fois sur le renforcement, j'ai un versant que j'appelle le versant glycolytique, où en gros, ça va être des clusters, par exemple. Ça va être des clusters, ça va être de l'intensité qui est importante, donc on reste sur le côté renforcement, mais avec une composante de réitération avec probablement aussi des productions de lactate, etc., etc. Et tu vas rester quand même sur un versant glycolytique. Pour certaines disciplines, tu vas être proche de la spécificité, mais tu vas rester à la salle. Et des fois, il peut y avoir une intersection quand même entre les deux. Mais après, globalement, c'est vrai Ou que... tu veux dire, par exemple, quand tu fais du travail de renfo, mais sur vélo, quoi. Non. Non? Non, Ah, je croyais que tu voulais dire ça, ok. par exemple, imaginons que moi, la spécificité de mon activité, c'est 1 000 mètres. On va dire que ça se court en 3 minutes. Est-ce que ce serait pas intéressant de faire du cluster? Donc là, le cluster, pour ceux qui... Enfin, on mettra la définition en bas, mais en gros, c'est tu arrives à réitérer des efforts avec beaucoup de qualité de vitesse et beaucoup de qualité de puissance. Tu pourrais faire sur une totalité, en gros, par exemple, de 3 minutes, essayer de maximiser l'output, donc la force développée, ou la puissance développée avec un maximum de qualité sur ces 3 minutes-là. Et c'est peut-être en fait ça la spécificité de l'activité. Et du coup, en renforcement, tu pourrais travailler spécifiquement ça. Tu pourrais faire un EMOM au squat avec une angulation qui est spécifique. Et moi, il y a certains athlètes qui répondent mieux à ça que sur la force max, par exemple. Donc, Oui, tu veux dire dans la capacité à réitérer un effort de qualité ouais, sans perte de vitesse, mais sur de la durée. Ce qui fait que tu as ouais. quand même de l'aspect glycolytique, tout ça qui vient s'insérer dedans. Bah, forcément, ouais. Forcément, parce qu'à un moment donné, quand tu fais des. Pour Beaucoup plus. repousser, entre guillemets, la fatigue Ouais, ouais. qui Ouais, s'accumule. puis après, enfin, t'es quand même à la salle, donc tu vas travailler sur des magnitudes, enfin des quantités de charges qui sont quand même plus importantes, avec des vitesses qui seront probablement un peu moindres, parce qu'on peut pas non plus être totalement spécifique à la demande. Mhm. Mais du coup, ouais, tu peux travailler quand même assez proche de la spécificité, même d'un point de vue bioénergétique. En tout cas, localement. Peut-être pas d'un point de vue systémique ventilatoire, on va dire, mais Ah oui, oui, localement, oui. et moi je l'ai mesuré, donc je sais, localement, tu peux te retrouver sur des trucs qui sont assez similaires. Donc ça peut être Ouais, intéressant. ça c'est intéressant. Après, on repose toujours le contexte. Le contexte qui est évidemment, si on réfléchit à l'échelle, je sais pas, d'une saison,
Parce que quand tu as un athlète, évidemment, tu vas te Oui, dire, oui. ok, il y a un calendrier, tiens, tu as telle compète, tu as des compètes qui sont plus ou moins importantes. euh, à tel moment, bon, je pense que, après, je maîtrise pas forcément le mieux les sports d'endurance, mais je pense que c'est quand même des sports globalement où t'as pas des compètes toutes les semaines, hein. Donc le calendrier, il est quand même moins complexe qu'un sport co. Euh, donc d'un point de vue organisation de la périodisation aussi, ça va être quand même relativement plus simple que dans d'autres sports. Et là, quand tu me disais, genre justement, répliquer la spécificité même dans le renforcement, c'est-à-dire venir entremêler tu vois, parce que je présentais vraiment l'entraînement comme Mais deux choses distinctes. c'est mieux de le faire comme ça. Mais disons que je suis d'accord avec ta vision, dès lors que dans le plan T'as d'entraînement, les prérequis. on se situe, si tu veux, peut-être dans des phases plus proches des compètes, tu vois. Oui, mais Où ça, on c'est va ça. Il chercher faut les prérequis on va chercher à mix les deux, tu vois, à ouais. revenir dans la spécificité, même dans le renforcement, sans pour autant faire du shadowboxing avec des haltères, tu vois. Non, non, non. Rien à voir, mais t'as capté ce que je voulais dire. La préparation physique spécifique qui est poussée trop à l'extrême et au final on se retrouve à Ouais. faire n'importe quoi. Non, en fait, pour moi, Ou genre c'est. courir, là, en l'occurrence, le n'importe quoi, ce serait courir avec des gilets lestés, tu vois. Oui, non, Comme ça, tu dis, je serais plus fort à vide, quoi, ouais, tu vois. ouais. Non, non, mais ça, oui, ça, c'est clair, ouais. Mais après, je parle de cette espèce d'intersection entre les deux. Mais pour arriver à cette intersection, par définition, les deux routes sont différentes. Et du coup, tu as quand même une phase où tu dissocies. En tout cas, moi, c'est ce que je fais au début. Mais je dissocie vraiment le travail, quoi. À un moment donné, c'est. Ah bah, t'es c'est... obligé. Ouais. T'es obligé. Mais ouais, du coup, pour remettre un peu de contexte à ce que tu disais, quand tu dis, par exemple, aller faire des. Ce que tu disais, les clusters, après, tu disais les mobs, donc on mettra les définitions, mais ça fait rentrer pas mal Ouais. de notions en ligne de compte. Mais si tu fais des EMOM où tu cherches à réitérer des efforts, mais en gardant de la qualité, de la vitesse, etc., mais que tu fais quand même ça sur des longues durées, en fait, des EMOM où il y a beaucoup de Ouais. minutes, pour qu'il y ait quand même une certaine fatigue qui s'installe au fur et à mesure des minutes, pour répliquer la demande énergétique qu'on retrouve dans l'activité en question. Ça, c'est des choses qu'on mettra plus, là tu as parlé d'un truc très spécifique, qui se mettra plus dans des phases où on va être plus proche d'une compète dans le sport en question, en Ouais. l'occurrence dans les courses entre 1000 et 10 000 mètres. Euh, Évidemment, quand on va être plus loin, quand on sera en hors saison ou je sais pas, il n'y a pas de compète avant 2 3 mois, tu peux développer des qualités plus dissociées. Tu disais dans le bioénergétique, il y avait globalement quoi? Si j'ai bien retenu, hein, le VO2 max, la fraction d'utilisation et l'économie. Bon, bah, Et disons que la fraction d'utilisation et l'économie, des fois, tu peux. Enfin, il y en a un qui va influencer forcément l'autre. Parce que si tu es plus économique, tu peux travailler des pourcentages plus hauts, en fait. Tu vois ce voilà. que je veux Mais du dire? coup, l'économie va être influencée aussi par les qualités pliométriques, les qualités de force qu'on a en parallèle. Donc, même si on s'entraîne, et ça c'est important que les gens le comprennent, parce que c'est vrai qu'au début, quand on est dans la prépa physique, on se dit mais ouais, mais à quoi? C'est pour ça qu'il y a Quoi le toujours les lien? mêmes. En fait, il y a toujours c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Et je pense que c'est. Tu me diras si j'ai tort, mais je pense que dans les disciplines comme ça d'endurance, la culture du travail de force max chez les coureurs, ça se démocratise. Très Oui. probablement parce que bon maintenant on le voit et les gens comprennent de plus en plus l'intérêt, j'imagine, mais c'est peut-être pas forcément les sports où on comprenait le mieux, tu vois, parce que tu te dis tiens, pourquoi j'irais soulever lourd Alors je avec cours. lentement des trucs très lourds alors qu'en fait je cours, tu vois, Ouais. rien à voir. Alors que justement il faut vraiment comprendre que en soulevant des charges lourdes et sur des mouvements qui sont lents, mais qui n'ont rien à voir avec la course à pied, du coup, par exemple, on va pouvoir améliorer des qualités dans nos tissus qui vont derrière se transférer Hmm. dans notre sport. Donc, c'est un petit rappel, hein, mais le principe même de la prépa physique, c'est d'améliorer des qualités physiques et tissulaires qui derrière se transfèrent et seront dans notre activité. Euh, donc quand on en parlait un peu tout à l'heure sur l'analyse biomécanique, on disait les temps de contact courts, les raideurs de tendons, d'articulation, etc. Donc ça, tout ce qui est travail de plio, Même de charge lourde pour la et... raideur tendineuse. ah oui, clairement, raideur, tendineuse, tout ça, tout ce qui est charge lourde, force max, pliométrie, ça va améliorer, donc ça va se retranscrire. Et puis, bah, comme tu disais, d'un point de vue bioénergétique, euh, l'économie de course, ça Hmm. va influencer la fraction d'utilisation, enfin, tout ça est en lien.
Mais du coup, si on améliore l'économie de course par la force, la plio et tout ça, bah derrière, on dépense moins d'énergie pour une même cadence. Ouais. Donc, on peut peut-être utiliser une plus Ouais, une grande plus grande. fraction du Exactement. VO2 max sans se flinguer. Donc, en fait, tout est lié, quoi, quelque Mm. part. Donc, les deux ont du sens. Et c'est pour ça que ça va être intéressant de, en l'occurrence, plus loin, peut-être des compètes, pas Ouais. la Après, semaine avant après d'aller faire de la force max. ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'il y a quand même plein de parallèles. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait des prérequis en renforcement avant de faire quelque chose de spécifique en renforcement, par exemple. Mais en fait, on pourrait se dire pareil sur l'endurance. VO2 max, quand même, ça reste ton 100%. C'est comme un RM, en fait. C'est à un moment donné, tu peux pas avoir. Tu peux pas faire des répétitions à 100 kilos si t'as pas un max qui est au moins de 100 kilos. Par définition, tu vois. Ah bah oui. Ouais, non. C'est normal parce que c'est ton 100%. Bah, en VO2 max, c'est pareil, quoi. Tu peux pas travailler à des très hauts pourcentages et courir très très vite si tu as un VO2 max qui est de base pourri. Donc après, c'est pour ça que très éloigné souvent des échéances, même si VO2 max, des fois, c'est la spécificité de l'échéance, pour le 1000 mètres par exemple, mais tu vas essayer de travailler ces qualités-là. Et en même temps, en parallèle, en renforcement, tu vas aussi travailler des qualités qui sont peut-être assez éloignées peut-être enfin de la plio, donc de la force max par exemple. Et l'idée, encore une fois, c'est de fondre un peu comme un entonnoir sur la spécificité, quoi. Moi, je vois ça, je vais résumer ça un peu de cette manière un peu grossière, mais en fait, un coureur à pied, moi, je le vois, je veux qu'il soit capable. Évidemment, s'il peut avoir un gros VO2 max, une grosse Ouais, fraction d'utilisation, une très bonne économie, à côté de ça, nous faire de la plio de fou, d'une grosse intensité, de réussir à l'encaisser, un ovni. et en même temps d'être fort, tu vois, à la salle, de soulever, de faire des gros squats, des gros trucs, des grosses fentes. Bon, après, Hmm. on va pas peut-être rentrer dans les détails des exercices, etc. Peut-être plutôt sur la fin. Euh, mais si tu es capable déjà de faire tout ça, tu es déjà bien. Après, évidemment, faut être bon dans la course à pied en elle-même. Mais d'un point de vue purement physique, prépa physique, je pense que c'est pertinent. Et on avait noté d'ailleurs sur l'aspect pliométrie, et je pense que c'est important d'en parler, parce que la nature même de la course, c'est de la pliométrie. Ça dépend comment on définit. On en parlait dans le podcast sur la pliométrie ou d'après Verkhoshansky, etc. Au départ, 200 millisecondes. c'est en dessous de 250 millisecondes. Il me semble c'est ça, hein, Après, en 250. course à pied, je pense on est quand même assez proche. Enfin, les Tu meilleurs seras plus proche sur du 1000 mètres, sur du 10 000. ouais, marathoniens. Enfin, je crois que Kipchoge, ça doit être un 200 millisecondes ou 190. Et après, je sais pas trop la plupart des personnes, mais ça doit être quand même assez court, je pense. Après, bon, en même temps, Tu restes il pas fait non le plus. marathon en 2 heures et il Oui, court à quoi, 23, 24 à l'heure ouais, non, non, mais après, oui, c'est des. pendant 2 heures, quoi. Donc, il y a ça aussi. Ce sera pas pareil quelqu'un qui fait le marathon en 4 heures, j'imagine. Mais ouais, bon, Ça après, reste des temps si qui on sont. n'est pas aussi binaire, c'est-à-dire en se disant, tiens, c'est pliométrique si t'es en dessous de Oui, oui. 250 et ça l'est plus si t'es au-dessus, si on voit ça un peu comme un spectre, tu te dis, bon, allez, il y a une qualité pliométrique avec des cycles étirement raccourcissement courts en dessous de 250 et au-dessus de 250, mais sans non plus monter à une seconde de temps de contact au sol, tu vois, n'exagérons pas. On ne donne pas spécifiquement de barrière, mais au-delà, tu vas être sur du temps de contact, enfin du cycle étirement raccourcissement qui va être plus long, mais ça restera globalement plus pliométrique que excentrique, concentrique, tu vois. Oui, oui, c'est Et on sûr. n'est pas à la salle, quoi. Tu vois, Ouais, on n'est pas ouais. en train de Non, mais faire c'est bien sûr. un split squat, quoi, ou je sais pas. T'es plus sur de la plio qu'autre chose. Donc, évidemment, ça va être important. La nature même de l'activité dont on parle, elle est par essence pliométrique. Mais à côté, en prépa physique, je pense que c'est important de développer les qualités pliométriques et notamment sur des intensités supérieures à ce qu'on retrouve dans l'activité. Donc, évidemment, les intensités pliométriques liées à l'activité sur du 1000 mètres, ce sera plus euh, contraignant que sur du 10 000. Mais sur du 10 000, ce sera moins en intensité, mais plus sur de la répétition pour le coup. Mais dans les deux cas, puis on peut étendre, hein, c'est pas que du 1000 au 10 000, mais on peut étendre. Mais dans tous les cas, il faut être capable d'encaisser plus que ce qu'on nous demande dans le sport, quoi. Parce que si tu, comme tu disais, si je te demande de faire
un squat à 100 kilos alors que tu l'as même pas, tu vois. Si c'est même pas ton 100%, tu vois. Il faut que tu sois capable, admettons, je vais te dire, mais la course à pied en elle-même sur 10 000 mètres, ça doit pas être une grosse intensité pliométrique. Mais si à côté de ça, je vais prendre un exemple extrême, mais si tu es capable de faire de la grosse plio intensive avec des hops sur de la distance ou sur de la hauteur en unilatéral ou tu vois ce genre de truc là, euh, et que t'encaisses ça, bah, déjà tu vas être mieux Mhm. sur de la course classique quoi. T'auras des meilleures qualités de raideur, tu seras plus réactif au sol, tu t'écraseras moins excentrique, tu rebondiras mieux en concentrique, tu auras une meilleure économie de course. Ouais, mais ça sur les... En fait, même si on prenait même à l'échelle juste d'un tendon, en fait, si tu améliores ton 100% de capacité par rapport au tendon, ça veut dire que imaginons qu'on est à, je sais pas, à 15 km/h, tu as une certaine économie, une certaine raideur du tendon, tu améliores ta raideur du tendon, Hmm. donc tu augmentes ton 100% au niveau de la raideur du tendon. Forcément, ton 15 km/h, il sera maintenant sous-maximal pour son tendon, quoi. Et je pense que c'est aussi probablement la raison pour laquelle ça améliore l'économie de faire de la plio. C'est qu'en fait, tu améliores tellement la capacité et tu améliores du coup la raideur articulaire et tendineuse. Et du coup, tu vas travailler sur des intensités sous-maximales pour le tendon. Parce que tu viens améliorer la capacité directe quoi, du C'est, tendon. après, on pourrait faire un parallèle par rapport à la vitesse réserve et aux vitesses de sprint. Si tu compares une personne, encore une fois, on va reprendre le 15 km/h, mais on compare deux athlètes qui sont à 15 km/h. Le premier, si tu lui demandes de sprinter, il arrive à sprinter jusqu'à 22 km/h et le deuxième jusqu'à 26. Clairement, le deuxième athlète a une vitesse réserve, c'est-à-dire un gap entre la vitesse à laquelle il court et sa vitesse maximale qui est plus importante. Donc ça lui donne plus de réserve en termes de pourcentage, il est plus bas. Donc en gros, c'est ça l'idée au global de la préparation physique, c'est d'améliorer en fait ton 100%. Et le 100%, ça peut être Puis oui. en force, ça peut être en plio, ça peut être en raideur, ça peut être en n'importe quoi, pour travailler à des pourcentages qui sont inférieurs. Puis peut-être que sur la fin de ta perf d'ailleurs, que tu fasses 1000 mètres ou 10 000, si tu as une grosse vitesse réserve comme ça, bah, tu es capable d'accélérer davantage sur la fin. Ouais, je pense que Euh, en fait, chez les deux athlètes, il va y avoir ta vitesse réserve va diminuer parce qu'en fait, tu te fatigues et probablement que tu auras plus ta vitesse de sprint à la fin quand oui, même. que tu avais quand tu allais Mais, évaluer en étant frais. mais probablement qu'elle va, ok, elle va perdre 10%, mais tu seras toujours Ah bah oui. plus haut que la première personne. Donc ça reste important et c'est pour ça que, enfin en tout cas en endurance, il y a beaucoup d'entraînement en côte. C'est parce qu'en fait, c'est pas trop de la vitesse réserve, mais c'est de la puissance réserve et au final, c'est un peu les mêmes concepts. Donc encore une fois, c'est la même chose. Puissance, on augmente la puissance. Et c'est exactement la même chose qu'on cherche en préparation physique. Après, je pense qu'il faut partir d'une analyse qui soit assez rigoureuse. Là, c'est vrai que dans ce podcast, tu vois, on parle de choses assez larges, même si on est assez Ouais, précis ouais. sur certains aspects. Mais si moi j'étais vraiment précis dans l'analyse d'un sport, là on le fait pas parce qu'on n'a pas préparé, on n'a pas été lire les papiers, rassembler les références, etc. On pour n'a savoir. rien préparé. Il veut pas le Non mais dire, mais. l'idée c'est de comprendre le concept derrière. Mais ce que je ferais là, si je devais vraiment comprendre, par exemple j'ai un athlète, il va faire une perf sur du 1000 mètres. Moi qu'est-ce que je vais faire? J'irai plus loin que ce que je suis en train de dire là. J'irai comprendre concrètement comment l'effort il est dans les détails. Tu disais par rapport au seuil, par rapport au VO2 max, par rapport. Bon, après, moi, c'est pas moi qui développe les aspects Ouais. endurance, donc je m'en occupe pas. Mais sur l'aspect même force et tout, j'essaierai de comprendre plus précisément même les contraintes mécaniques, tu vois, qui s'appliquent sur les structures, etc. quand tu fais ce sport-là. Parce que ça peut mener, s'il y a une mauvaise analyse, ça peut mener sur des pratiques derrière qui sont pas bonnes. Je vais prendre un exemple, mais tu vois, là, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup du tendon, raideur tendineuse, etc., de pliométrie par rapport à l'économie et tout. Et en fait, tu te dis, bah, il y en a, ils pourraient se dire, bah ouais, mais je vais faire de la force max sur les mollets, tu vois. Ouais. Ouais, sauf que en fait, tes mollets, même si tu fais des calf raises, là, si tu fais des relevés de mollets le plus lourd que tu veux sur des séries courtes, bah en fait, les contraintes seront ridicules par rapport à ce que tu encaisses quand tu fais de la plio. Du coup, en fait, et ça, je crois, c'est Franz Bosch qui en parlait dans son bouquin, mais qu'en gros, bah, même si tu mets 300 ou 400 kilos sur ton calf raise en force Ouais, max, c'est sûr. dans tous les cas, ça vaudra pas la pliométrie. Donc, du coup, t'auras peut-être amélioré un peu de niveau musculaire sur les mollets, mais t'auras pas amélioré la capacité du tendon lui-même, qui lui est capable d'encaisser des contraintes beaucoup plus importantes. Donc, derrière, l'économie, Mm. en termes d'économie, là, tu vois. Donc, le lien entre l'analyse et
Et la pratique doit être bien faite. Enfin, l'analyse doit être bonne pour que la pratique soit bonne. Parce que si dès le départ, tu comprends pas que, par exemple, le tendon il prend des contraintes beaucoup plus importantes que le muscle, du coup, tu vas peut-être faire des trucs qui sont pas forcément pertinents. Cette Euh, cette méthodologie-là, ce qui est bien, c'est elle est vraiment universelle, tu vois. Parce que, enfin, en tout cas, moi, je travaille dans différents sports et une fois que tu as la méthodologie et que tu comprends un peu comment analyser une activité, après, je trouve que c'est toujours bien de l'avoir vécu un peu pour avoir ce retour d'expérience et tout. Mais une fois que t'as une bonne trame et que tu sais la manière dont tu dois analyser une activité, après tout peut découler. C'est pas si compliqué, même si t'es pas réellement de l'activité. Je suis pas sûr que ce soit Puis après, forcément même si quelque c'est chose de jamais limitant. parfait ce que tu fais, globalement, c'est déjà bien, quoi. Je veux dire, Bah oui, tu c'est vas quand sûr. même plus loin que je pense que Mhm. beaucoup. Euh, de faire ce travail d'analyse derrière, de savoir comment évaluer chacune des qualités physiques, de savoir situer et après mettre en place quelque chose qui permet d'améliorer les facteurs de perf, c'est quand même la base, quoi. Ouais. Et c'est ce qui nous permet de progresser. Maintenant, après, tout va être une question de périodisation, de comment on organise dans le temps les choses. Je sais plus où on en est maintenant par rapport à ça. Bon, on a fait la plupart sur le développement des qualités physiques. Mais peut-être parler vite fait du parallèle entre le développement énergétique et le développement des qualités physiques. Très brièvement. Si tu veux, je peux le faire. Vas-y. Je Vas-y, t'en vas-y. prie, je t'en prie. Non, mais pour faire simple, tout à l'heure, on parlait de assez éloigné de l'échéance. On est sur quelque chose de plus, on va dire général, mais enfin, on va être sur du développement brut, par exemple, de VO2 max, parce que VO2 max, c'est généralement très souvent assez éloigné de la spécificité. Bon, après, pour du 10 km, ça peut être la spécificité, mais au début, peut-être essayer de lier des qualités énergétique de type VO2 max avec un travail plutôt de force, de puissance, qui n'est pas forcément augmenté, temps de contact très court puisqu'on est encore assez loin, etc. Et après, fonctionner soit sous forme de bloc, je sais que tu n'es pas fan des blocs. Moi, je travaille des fois pas mal en bloc, mais après, Ça dépend, ouais. ça se discute toujours. Ouais, peut-être que. En fait, moi, j'aime bien l'idée. Bon, je finis ce que je disais. Vas-y, poursuis. VO2 max d'un point de vue énergétique. Et après, je ferai un développement peut-être de la force, quelque chose de général en fait. Beaucoup plus général. Et après, tu changes de bloc, tu viens sur peut-être du développement de la fraction d'utilisation, comme je le disais, donc le deuxième facteur de performance. Et après, là, tu peux commencer à mettre de la puissance, mettre peut-être un peu de pliométrie. Bon, t'en auras déjà mis au départ, mais là, peut-être intensifier un petit peu la pliométrie, puisqu'on va essayer de travailler cette fraction d'utilisation. Donc, autant faire en sorte que les choses enfin, se mettent en parallèle. Et après, quand tu es proche de la spécificité, bah là, faut quand même augmenter le curseur sur la plio, faire quelques, je finis, faire quelques rappels de force et rentrer sur quelque chose de spécifique. Donc, ça peut être de la fraction d'utilisation si c'est plus de la longue distance. Ça peut être du VO2 max si c'est courte distance. Et voilà, faire quelque chose comme ça. Après, là, c'est un peu sous forme de bloc. Enfin, j'ai présenté ça sous forme de bloc. Mais évidemment, on peut le calquer avec une approche beaucoup plus dynamique où tu vas faire des rappels, où tu vas enfin, rappeler une qualité que tu avais fait il y a pas mal de temps. Et voilà, essayer de faire quelque chose comme ça. Il n'y a pas besoin d'être extrêmement compliqué en fait dans l'agencement. Après, c'est encore une fois des échanges et essayer de réorganiser la programmation parce que en fait, ça change tout le temps, quoi. Bon, je reprends juste, on a été interrompu temporairement. Du coup, je reprends l'enregistrement. On était en train de parler des modèles de périodisation. Toi, tu me disais que justement le modèle de périodisation par bloc était intéressant pour notamment les qualités énergétiques. Tu as pris l'exemple du développement de VO2 max dans un bloc, puis ensuite de la fraction d'utilisation de VO2 et d'autres aspects aussi. Euh, Ouais, non, non, bah, juste pour reprendre, parce que je sais plus si ça avait coupé avant ou après, je sais pas. Mais en gros, pour moi, juste faut être très éloigné de l'échéance, il faut travailler sur des qualités qui sont quand même plus éloignées. mm, Donc de type VO2 max, potentiellement travailler en gros la force en termes de préparation physique, force et puissance. Puis après, dès qu'on va travailler plutôt sur le bloc de fraction d'utilisation, là on peut commencer à intégrer de la puissance, peut-être des clusters pour avoir cette notion de vitesse, de puissance, etc. Vraiment, et puis intégrer aussi de la pliométrie pour travailler un petit peu l'économie et puis du coup en parallèle la fraction. Après, juste peut-être pour rajouter, mais encore une fois, ça va dépendre de la spécificité parce que, imaginons qu'on veuille performer sur du 1000 mètres. Le 1000 mètres, on va dire que c'est 3 minutes.
VO2 max, c'est une qualité qui peut se tenir autour de 6 minutes. C'est-à-dire que là, en fait, même VO2 max, si tu veux la travailler très éloignée de ton échéance, c'est peut-être pas la meilleure chose en fait. Peut-être qu'il faudrait travailler encore plus au-dessus. Travailler de la vitesse, travailler peut-être du sprint, etc., etc. Donc en gros, juste l'idée, pour que ça parle à tout le monde, c'est de très éloigner de l'échéance, travailler sur des qualités qui sont plus générales, travailler le moteur en gros, et puis travailler la force en même temps, et après revenir sur la fraction En d'utilisation. dessous et au-dessus de l'effort spécifique, tu Moi, veux c'est ce dire? que je fais parce que c'est un schéma en fait qui fonctionne bien, indépendamment du profil de l'athlète. Tu peux pas te tromper en faisant ce schéma. Tu peux perdre du temps parce que peut-être que très éloigné, en fait, tu travailles son point fort et que t'as peut-être pas intérêt de faire ça. Mais en même temps, c'est un modèle de périodisation qui fonctionne forcément en fait parce que tu vas fondre vers la spécificité, tu auras travaillé tes prérequis au préalable. Y a pas, tu vois, tu peux pas trop tromper. Après, toi, par rapport à la périodisation par bloc. Ouais, tu disais, ouais, mettre de la force, de la puissance, de la plio, tout ça. Au final, ça revient un peu à moi, un modèle que je préfère, qui est le modèle conjugué. Je dis pas que j'ai un modèle préféré. Hmm, Après, il y a des modèles, moi, perso, que j'utiliserai jamais. Euh, linéaire. Pas trop. Le linéaire inversé, tu vois, enfin, des trucs comme ça. Moi, je trouve que ça fait pas trop de sens. On n'est pas en train de faire un podcast spécialement là-dessus, donc j'irai pas élaborer surtout. Mais je pense que le modèle conjugué, moi, il fait plus sens parce que par exemple, là, si on est dans cet exemple de la course à pied entre 1000 mètres et 10 000 mètres, je trouve que je vois pas pourquoi j'irais faire un bloc où on fait de la force, après on va faire un bloc plio, tu vois. Pourquoi on fait pas tout, tu vois? Tu peux tout Ouais, faire en même temps. Surtout que, en fait, moi, je vois la force max, si on définit un peu ce que c'est, globalement, la force max, c'est basé sur un max généralement, tu vois, le 1 RM, la force maximale concentrique, c'est un peu ça la référence en termes d'intensité de la force max. Quand on dit je fais de la force max, c'est je vais prendre mes max sur un mouvement donné, squat par exemple, et tu vas chercher à développer ta force sur ces mouvements-là. Donc généralement de la force maximale concentrique. Ça peut être autre chose, mais globalement c'est ça quand on fait de la force max, c'est je dirais de la force, de la grande force, mais à vitesse lente. ouais, Ça, c'est de la force max. Alors qu'en parallèle, tout ce qui est pliométrie, travail de sprint, travail d'explo, quand je dis explo, en fait, évidemment, pliométrie, c'est une certaine modalité. Faire des sprints, c'est une autre modalité aussi. Mais globalement, on est sur de la vitesse sans accumuler de fatigue. Donc, on est sur de la force à vitesse élevée. Mais quand je dis explo, ça peut être aussi sur des patterns qu'on retrouve en salle. ouais. C'est-à-dire faire de la charge légère, mais à vitesse élevée aussi. Donc globalement, il y a ça, il y a ces deux notions. Il y a de la force à vitesse basse et de la force à vitesse élevée. Mais ce qu'il y a, c'est que la force à vitesse élevée, bah, par définition, pour la développer, je veux pas générer de fatigue. Donc du coup, bah, je peux la faire. Mais si je la fais, bah, vu que j'ai pas généré de fatigue, bah, pourquoi je ferais pas de la force max après, tu vois? Je peux très bien faire les deux. Enfin, ça c'est mon point de vue. Mais tu peux très bien faire une séance où tu vas avoir une séquence de travail pliométrique au début, et après enchaîner sur de la force max sur des Hmm. patterns squat ou des trucs plus unilatéraux ou en fente ou quoi. Tout dépend des exercices qu'on choisit. Mais je me dis on peut faire les deux en même temps. Après, un point qu'on n'a peut-être pas évoqué, parce que ça paraît évident, mais c'est vrai que dans ces sports-là, il n'y a pas besoin de qualité hypertrophique. Non, on veut pas. Voilà. On veut pas. Donc pour le coup, là, le travail de force, ça va vraiment être sur des charges lourdes, Du euh, nerveux. du nerveux, et idéalement éloigné de la. Et ça, j'en parle beaucoup dans Power Pro, dans la formation qui va sortir, mais parce que, en fait, la force max est quand même corrélée à l'hypertrophie, tu vois, en partie, jusqu'à un certain point, mais si tu gagnes du muscle, tu gagnes de la force. Mais du coup, et ça on en parlait plutôt dans le podcast sur l'échec musculaire, mais plus tu vas être proche de l'échec, plus tu vas stimuler l'hypertrophie. Bon après, il va falloir quand même faire un certain nombre de reps proche de l'échec pour développer ça. Mais je pense quelqu'un qui court entre 1000 et 10 000 mètres, lui, il veut pas ça. Il veut pas apprendre du muscle. Donc pour le coup, il va vraiment falloir se concentrer sur des modalités de force max où certes, on est entre guillemets à vitesse basse, mais où pareil, on n'accumule pas trop de fatigue. Donc je pense des méthodes comme les clusters, les EMOM, les choses comme ça, qui d'ailleurs seront plus intéressantes aussi du point de vue RFD, explosivité Ouais. et maintien de la puissance. Parce que pour le coup, pour moi, si on fait de la force max et qu'on s'approche trop de l'échec, pour le coup, on va accumuler des répétitions effectives, on va accumuler des répétitions qui vont stimuler l'hypertrophie un peu. Alors après, tu peux le faire à volume bas, mais euh,
Mais ça va quand même stimuler en partie l'hypertrophie, ce qu'on veut éviter, je pense, Ouais. dans ces sports-là. Donc ça, c'est un peu à faire gaffe aussi, parce que vu que dans les facteurs de développement de la force max, il y a l'hypertrophie. Euh, donc ouais, moi c'est vrai que dans les modèles de périodisation, j'aime bien le modèle conjugué, et j'ai tendance à fonctionner comme ça, même sur des personnes des fois où je suis en réathlétisation et où je bascule sur de la prépa physique derrière. Bah, j'ai tendance à me dire, tiens, bah, il y a une partie du travail de mobilité, une partie plio, une partie force, tu vois, où on peut tout faire en même temps. Après, je sais pas si j'ai dit avant de couper tout à l'heure, mais je vois un peu les modèles de périodisation comme soit il y a des modèles, le modèle par bloc c'est un peu plus sprint, c'est en mode tu focus à fond sur un truc Ouais. et tu le développes plus rapidement, mais du coup après tu changes de bloc, donc Tu tu perds les vas, qualités. enfin tu perds, au mieux tu maintiens, mais peut-être que tu perds un peu. Vu que t'es plus dessus, t'es sur autre chose, donc tu vas encore aller développer autre chose rapidement, mais du coup t'as délaissé l'autre truc. Alors qu'à l'inverse, là, le modèle conjugué que je fais, bah t'es sur plusieurs choses en même temps, mais du coup tu les fais progresser moins vite. Ouais. Après, en fait, je pense que ça dépend de l'organisation à l'intérieur de tes blocs. Parce que des fois, j'ai l'impression, par exemple, le cluster. L'avantage du cluster, et on le sait, c'est que tu peux travailler sur des charges élevées avec des vitesses importantes. Donc globalement, ça veut dire que tu peux travailler à des pourcentages qui sont aussi plus importants. Et tu peux travailler, il y a le papier là, d'Alex Natera, High Volume Power Training, là. Et en Ah, je vais fait, ils péter. font des modalités de développement de la puissance jusqu'à 70, 80, des fois 90% de 1 RM. Et juste, ils font des clusters avec très très éloignés de l'échec où ils majorent la vitesse. Mais voilà, ce serait quand même lunaire de se dire que tu maintiens pas les qualités de force quand tu fais un focus sur le développement de la puissance. Après, je pense que là, dans ce que tu dis, enfin, le HVPT, High Volume Power Training, si t'es très éloigné de l'échec, ça dépend ce qu'on appelle très éloigné de l'échec, parce que je pense que si on est vraiment très éloigné de l'échec, pour le coup, t'auras pas vraiment une charge si lourde que ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Après, alors Non. à 80%, tu peux quand même être avec des RER 5. Et Ouais, là 80%, aussi, si tu rajoutes de la vitesse, tu as quand même un c'est vrai que si recrutement qui est on, max. si on se base sur les pourcentages de 1RM, c'est vrai qu'à 80%, et là aussi ça dépend des exercices sur lesquels tu évalues, mais à 80%, c'est sûr qu'un athlète d'endurance, il fera plus de reps à 80% à Oui, oui, l'échec après ça dépend de la que typo et quelqu'un. tout, mais Et ça dépend de l'exo aussi, parce que si tu fais 80% sur une presse à cuisse, tu feras... Bon, on fait pas ça, mais tu vois ce que je veux dire. Tu feras plus de reps que si tu fais ça sur un squat, quoi. Normal. Mais il y a ça aussi à prendre en compte. Ouais, à 80%, sur des profils endurants, tu peux peut-être faire des 15 reps, tu vois. Donc c'est pas si lourd que ça, entre guillemets. ouais, mais tu restes quand Mais, même sur des adaptations qui sont quand même où tu peux maintenir le nerveux, quoi. Surtout si la portion vitesse est assez importante. Euh, je pense que tu peux garder les qualités purement de force, tu vois, même avec des mais ce que je veux modalités dire, qui c'est que sont. t'es peut-être plutôt sur de l'entraînement de la puissance max, tu vois, entre guillemets. Ouais. T'es moins sur la courbe force-vitesse, t'es moins proche de l'axe central où il n'y a plus du tout de vitesse, tu vois. Oui, oui, c'est vitesse Euh, lente. C'est pas de la vitesse ISO non plus, mais voilà, même sur un mais ARM, tu restes sur des productions de force à vitesse lente. Après, des fois, je me dis, si tu te décales un peu sur la courbe, en fait, je pense que tu maintiens les qualités de force. Pour en ton... fait, ce qu'il y a, c'est que dans ma tête, moi, quand je pense à force max ou force à vitesse lente, c'est 5 RM ou moins, tu vois. Ouais. 5-6 RM, tu vois. C'était en mode au moins 85% du RM, mais genre vraiment des charges où tu peux peut-être faire 5 reps, quoi, ou 6 reps. Ça, dans ma tête, c'est ça la force max. Mais après, tu peux très Euh, bien te mettre à. Ce qu'il y a, Après, c'est que. après, on va revenir sur le sujet initial, mais tu peux. Moi, par exemple, je fais du développement de la puissance. Ouais, Comment, un cluster, on va dire 3 reps, une rep plus une rep plus une rep, ok. à 85 ou 90% de mon RM, tu vois. Mais du Mais coup. je suis à RER probablement 4 si je mets les micro-pauses. Ok. Ouais, bah ça va, t'es pas si éloigné de Et l'échec du que coup, ça. là, enfin, la stimulation sur même la production de force à vitesse lente. Ouais, non, elle est bien, ouais, ouais. Donc, Ouais, ouais, après, je ouais. pense, tu vois, tu peux te. Mais Tu si peux t'es te sur situer. RER 10, tu vois, enfin pour ceux que ça parle pas, les reps en réserve, Ouais. si tu fais ton cluster alors que t'aurais pu en faire 10 de plus, tu vois, là pour le coup, oui, t'es peut-être toujours sur de la puissance, mais t'es moins sur de la. Parce que ça aussi, et j'en parle dans Power Pro, le mec qui force, tu sais. Non, non, mais j'en parle parce Prof que de j'y lui en j'y bio. repense parce que je suis vraiment en plein dedans en plus. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a des adaptations. En fait, le corps, il s'adapte. Il y a des adaptations aussi au niveau des tissus, au niveau du système nerveux, sur des stimulations à vitesse max et sur des stimulations à force max. Mais entre les deux,
entre les deux, en termes d'adaptation, il y a quoi? Il y a la coordination à la puissance spécifique. Mais ce que je veux dire, c'est que on en parlait l'autre fois en dehors du podcast. Je m'écarte un petit peu, mais ça fera sens. Quand on parlait des profils force-vitesse, tu me disais que ouais, la plupart du temps, même si par exemple tu fais un profilage force-vitesse à un athlète et que ça te dit ouais, il devrait travailler la vitesse, bah, tu dis ça marche pas. Et on est d'accord. J'ai travaillé 1 an là-dessus. Mais voilà, en plus toi tu connais vachement bien le sujet, mais on arrive aux mêmes conclusions que en fait t'as plus intérêt à aller travailler la force malgré tout. Parce que en plus, bah, tu sais que la force max va générer plus d'adaptation en fait que le reste. La force max, en revue rapidement, mais raideur tendineuse, musculaire, articulaire, activation musculaire supérieure, transmission latérale de la force, toutes ces choses-là, tu vois, déjà, tu l'améliores avec la force max. Que tu améliores aussi des choses comme les coordination intermusculaire à charge spécifique sur des charges lourdes. Encore une fois, la coordination quand c'est sur du très lourd, elle est pas du tout pareille que moins lourd. Et quand tu fais du travail de vitesse, coordination à vitesse spécifique. Mais du coup, quand tu es entre les deux, quand tu fais des sollicitations à Pmax ou à peu près autour de là, t'es ni au max de la force ni au max de la vitesse, t'es un peu tu vois, au milieu d'un truc, tu vois. Donc d'un point de vue donc toi tu travaillerais totalement non, ça veut pas dire enfin, ça veut dissocié, quoi. Ça veut pas dire que c'est non, ça veut pas dire que c'est inintéressant de travailler à Pmax, enfin ou ce que je veux dire c'est en gros à des vitesses un peu plus élevées que donc un peu moins lourd. Quelque chose qui est optimal en fait, enfin qui est au milieu un peu. Encore une fois périodisation, tu vois, mais peut-être plus loin des échéances, je serais plus vraiment dissocié, genre vraiment encore une fois là, j'allais dire ouais, vraiment loin, tu mets du lourd. Vraiment plutôt de la vitesse lente pour aller chercher les adaptations liées à la force max, transmission latérale de la force, raideur, machin, coordination et tout, spécifique à ça. Et du coup, tu vas beaucoup plus gagner en ayant développé ça. Alors que si tu es sur des vitesses plus élevées, moins lourds, tu vas avoir des productions de puissance qui seront peut-être supérieures, mais tu vas améliorer la coordination à la puissance spécifique, tu vois. Et surtout en plus sur un pattern qui est différent de la course si tu fais ça sur un squat ou quoi. Donc non, ça peut avoir du sens, mais d'un point de vue des adaptations sur les tissus et du système nerveux, souvent le système nerveux et les tissus s'adaptent mieux sur des sollicitations maximales, que ce soit de la vitesse ou de la force. Alors qu'en fait la puissance c'est purement mathématique, nous on s'est dit tiens, force fois vitesse, vas-y, on invente une autre courbe, mais en soi la puissance, notre corps il comprend pas la puissance. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je vois très bien. Et c'est pour ça en fait que je te titille un peu sur le travail de cluster où je disais mais attends, mais t'es proche de l'échec ou pas? Parce que en fait quand j'y pense, tu te dis si tu fais 1 + 1 + 1, ouais, si t'es à 4 reps en réserve, en vrai ça va. T'es quand même plus sur de la force max. Bah après ouais. Mais si après tu vas pas te mettre à 90% de ton ARM pour finir à non plus. Enfin tu vois, tu vas pas faire 10 reps en réserve, c'est impossible. Bah à 90% personne non, fait bah non, c'est reps, sûr, tu vois, mais par contre sur un profil endurant si tu mets 80 tu dis c'est lourd, ouais. Sauf que le problème c'est que si le mec au squat à 80% en fait il peut te faire 12 RM à 80, bah en fait si tu lui fais du 1 + 1 + 1 du coup à 12 RM, ouais, non mais oui, il va mettre de la vitesse, là, dans ce cas-là, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça je pense que c'est important d'en tenir compte, et surtout en fait c'est pour ça que j'aime pas les pourcentages de 1 RM non plus. Bah oui, non, mais la grosse disparité en fait, pour un même pourcentage t'en as qui vont te faire 12 reps, t'en as qui vont faire 5. Donc et puis là on parle d'un sport d'endurance, donc pour le coup peut-être que à un pourcentage à 80 ou 85 t'arriveras à faire tu vas rigoler, mais il y a un papier, c'est Rivière et Samosino, peut-être tu l'as lu, c'est sur ça s'appelle Strength Endurance là, tu sais. En fait, ils font ils expliquent que les pourcentages de 1 RM pour prescrire l'entraînement de puissance, c'est pourri, et qu'en fait, il faut profiler même pour la force endurance, donc la répétition d'efforts de puissance, faudrait utiliser le profil force-vitesse et donc la Pmax développée sur l'exercice pour pouvoir dire bah en gros tu vas travailler à 80% de ta Pmax, etc., et pas travailler sur un pourcentage de 1 RM. Bah ça fait sens, oui. Oui, c'est ce qui est logique, quoi, parce que si tu commences à... Mais ouais c'est des c'est des débats. Après tu pourrais te dire, et après faut qu'on arrête, mais suivant les disciplines, en course à pied je veux bien. Après je pense qu'il y a certaines disciplines
Là, je peux en parler parce que je suis dans le ski. Mais la pente contraint la production de vitesse. Tu vois, si tu cours en côte, par exemple, tu vas jamais aller Ah chercher bah oui. des vitesses plus importantes. Ça veut dire que sur ta relation force-vitesse, tu vas être probablement plus côté force. Et là, potentiellement, en fait, les modalités elles peuvent changer. Et le développement de la puissance peut faire sens, tu vois. Parce que la spécificité, c'est plus la même. Donc l'analyse, c'est plus la même. Donc tout ce qu'on a fait avant. Si on parlait peut-être un peu de trucs concrets, peut-être. Parce que, Parce que là, parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de qualité physique, d'adaptation, de les machin. exercices. Mais ouais, en point de vue exercice, moi j'ai quelques idées, on peut en discuter. Mais déjà, concrètement, on l'avait vu, si on est sur l'analyse purement de la course à pied, déjà, tout ce qui est gros angles, déjà, c'est les membres inférieurs, déjà, ce qui est important, Ouais, globalement. Je dis pas que ça n'a pas de sens d'aller entraîner le haut. ça n'a pas de sens, je te le dis. Mais en Moi, je m'en maintien, fais ou voilà, zéro. mais t'es pas obligé, quoi, Non. clairement. C'est sûr que c'est pas ça qui va faire ta perf. Donc, déjà, s'entraîner essentiellement le bas du corps. Membre inf, donc du pied jusqu'à la hanche, éventuellement peut-être un peu le tronc, mais voilà. Euh, D'un point de vue déjà des zones qu'on va chercher à cibler. Ensuite, bah, en course à pied, si tu analyses la spécificité, tu vas pas trop t'écraser, tu vas rebondir. Bon, il n'y aura pas trop de variations au niveau angulaire, au niveau des articulations. Donc déjà, cheville, genou, hanche, t'as pas trop besoin d'aller chercher des... Je sais pas, c'est pas nécessaire de faire des squats profonds, quoi. Je pense, tu vois, par exemple. Ouais, ouais. Ou des grosses fentes ou des trucs. T'as changé, Alexis. Non, 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 c'est toujours en rapport avec l'activité. non, mais Tu vois, oui. Moi, non, moi, je fais des step-up, par non, exemple. mais quelqu'un qui a la muscu, tu vois, qui dit je me mets à de la muscu, mais sans être dans un objectif de perf dans un autre Hmm, sport, j'ai envie de dire oui, t'as intérêt à aller faire du squat profond, tu vois. bien Parce sûr. que pourquoi t'irais pas chercher ton grand inducteur et ton grand fessier davantage, tu vois. Et les quadriceps qui bénéficient aussi davantage d'étirement. Pourquoi pas. Mais là, quand t'es en course à pied, tu sais que tu vas aller jamais chercher des grosses angulations. Ils On sont parle, nuls, on, de toute pa- façon. Sur le trail, on pourra avoir une autre discussion. Puis tu Mais contrains l'intensité, en fait, aussi. C'est qu'ils sont nuls, en fait, en grande flexion. Moi, je l'ai testé sur même de la... Enfin, soit de la plio plus profonde, ou même du testing en puissance, par exemple, en Pmax. On va faire un profil force-vitesse. Mais moi, j'ai fait des tests de profil force-vitesse en squat jump. Mais en fait, ils sont nuls. Dès qu'ils descendent sous leur angulation, ils sont nuls. Par contre, tu leur fais un test plutôt raideur cheville, où les angulations, même hmm, spécifiques du genou, descendent peu. Là, ils sont très forts. Donc, c'est là où, des fois, le test... ils ont pas forcément de sens. puis le test est important. Mais ouais, par exemple, déjà, surtout, parce que globalement, si on travaille sur les membres inf à la salle ou dans les exos qu'on va choisir, moi je vois deux grands types de catégories d'exos en fait à la salle. Extension de Il y a les dominantes genoux et les dominantes hanches, tout ce qui va être les hinges et les hinges, les pivots de hanches quoi. Ouais, Les good morning, les deadlifts, les à une jambe, les machins, toutes les variantes qu'on peut imaginer, les hip trust. thrusts, les tout ça. Avec toutes les variantes qu'il y a derrière. Et puis les dominantes genoux, donc tout ce qui va être les variantes de squat, les variantes de fente, de speed squat, de tout ce que tu veux. C'est un peu les deux grosses catégories que je vois. Après, on peut réfléchir à d'autres trucs, mais globalement, il y a ça. Sur de la dominante genou, moi, je pense pas que ce soit très intéressant, forcément obligatoire d'aller chercher de la grosse angulation de genou. Après, d'un autre côté, si tu vas pas faire des quarts de squat non plus, Ouais, je non, dirais des sinon demi-squats, tu vois, peut-être. Des quarts de squat, parce que après, si tu fais de la force max sur des quarts de squat, je veux tu dire, hein, vas, tu vas charger comme et un. puis ce qu'il y a, c'est que les coureurs à pied, peut-être qu'ils n'ont pas une maîtrise non plus de Bah, fou. dans ce cas-là, autant faire tu sais, de l'overcoming pour travailler à angulation spé. Et puis voilà, si tu veux vraiment charger comme un bourrin ou Puis après, ce produire qu'il y a, un c'est max. qu'encore une fois, si on parle du back ou du front ou des variantes de squat où tu as une barre sur le dos, où Facteur limitant, en tu veux fait, tu dire. as la compression de la colonne et tu as toutes les co-contractions au niveau du tronc et tout qui vont être limitants. Si, admettons, tu fais des quarts de squat et que le mec, tu lui mets 200 sur le dos, tu vois, ça va être limitant. Alors qu'à la rigueur, là, il y en a, ils vont pas être trop d'accord, ils vont dire, oh, les machines et tout, c'est pas spécifique. Mais si tu as un belt squat, tu vois, où Ouais. t'as pas du tout la compression de la colonne pour le coup, bah pourquoi pas peut-être faire des angulations des quarts ou des demi, mais très lourd, tu vois. Là, tu peux là-dessus, vu que tu n'auras pas le facteur limitant de la compression axiale. Et même si c'est une machine et que c'est pas spécifique, tu Ouais. vois, il y aura un intérêt. Après, peut-être du travail d'isométrie, overcoming. Ouais, ou alors des fois, il y a les variantes aussi. Je sais pas, tu mets deux socles, tu mets une trap bar, comme ça elle est un peu surélevée. Et en fait, tu as un démarrage déjà, une angulation qui est assez élevée. En fait, tu travailles juste la dernière partie. Et je Après, pense, facteur limitant, le grip, quoi. oui, oui. Il faut mettre des sangles.
Non, idéalement, tu as Ouais. un rack qui est ancré dans le Oui, sol c'est ou sûr. quoi, tu mets la barre sous les pins, Ouais. sur les épaules, au moins t'auras pas le problème du grip. Ouais, c'est vrai, parce que le trap bar, je sais pas, les coureurs à pied, ils ont peut-être pas Si, un si, gros grip, si, hein. si. J'ai vu un athlète, qui faisait de la trap bar. Fabien Palco de chez Ah Puma. ouais, Et tu il peux. faisait. Il a l'air d'avoir un bon grip. Bah ouais. Après, idéalement, là, je le ferais avec des sangles pour le coup, Ouais. pour retirer Oui, oui. le grip du truc. Mais ouais, une trap bar avec le blocage, et puis tu te mets en angulation spécifique, éventuellement unilatérale. Et après, encore une fois, bilatéral, unilatéral, ça, c'est des facteurs qu'on peut faire varier en fonction du moment où on se trouve dans la saison par rapport aux échéances et tout. Mais les exos, on peut faire ça. Après, tu peux faire, que tu parlais, toi, de course en côte. Oui, ça, après, Euh, pour moi, ça, c'est du développement énergétique. Enfin, qu'est-ce que tu penses aussi, toi, je sais pas, moi, de la course avec les chariots, tout ça, plus ou moins lourd. là, à la limite, je vois ça plutôt. Je vois ça pour vraiment des distances ultra courtes. Parce que pour moi, le travail avec chariot, c'est. En tout cas, pour l'objectif principal, c'est de travailler la phase d'accélération, en fait, travailler Pmax pour le coup. Parce que là, dans ce cas-là, c'est discriminant. Et je parlais du profil force-vitesse au sein même du sprint. Je ne parle même pas sur du mouvement polyarticulaire. Et là, dans ce cas-là, utiliser une contrainte qui est le chariot, ça te permet de t'exposer plus à Pmax et de travailler cette montée de vitesse pour le coup. Et c'est utile, ouais, c'est utile parce qu'en fait, tu peux essayer de courir en côte, mais sur une relation force-vitesse, tu n'atteindras jamais Pmax, même si la pente elle est de 30%, quoi. Donc ouais, ça peut être intéressant après pour des disciplines très courtes, quoi. En Pas vrai, pour ça, quoi. au-delà Ouais. de 400 mètres, et encore 400 mètres, je suis même pas sûr qu'il y ait besoin, mais ouais, c'est pas utile. Ok, bah du coup, ouais, comme j'essayais de dire, idéalement, après quelqu'un qui est pas expérimenté Force Max, tu vas pas tout de suite lui mettre des charges de fou et tout, donc il fallait être progressif là-dessus. Mais ouais, idéalement quand même mettre des charges bien lourdes, être pas trop loin de l'échec non plus, mais bon, après tu vas pas trop stimuler l'hypertrophie non plus en faisant ça, Ouais, puis tu veux pas de toute manière. Après à côté, bah de la plio, hein, ouais. de la plio Ça, c'est la seule chose que je mets depuis le plutôt début. horizontale. Ouais, 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 ouais. Oui, clairement, ouais. Après, ça dépend comment on voit les choses, mais Des sauts, des alternating leg bonding. voilà, on peut trouver pas mal de variantes. Encore une fois, on a notre système, nous, on avait fait sur la formation Plio Pro, et on a parlé dans le podcast sur la pliométrie, où je t'invite à aller le voir pour plus de détails, mais on a globalement un peu quatre échelles d'intensité, entre guillemets, quatre grandes catégories d'exos de plio, où on a des exos plutôt superficiels, où on rebondit pas mal en cheville avec peu d'amplitude. Donc ça, c'est l'étage superficiel. On a l'étage profond, où là, c'est de la grosse amplitude de flexion de genoux, hanches et tout. Compliant. Ouais. Donc là, bon, sur du 1000 à 10 000 mètres, on disait, En échauffement, à la ils vont limite. pas Mais... chercher, voilà, la rigueur en échauffement, mais ils vont pas chercher de la grosse angulation, donc pas l'intérêt d'en faire. Et puis après, on a l'étage moyen et l'étage intensif, ouais. Ping. Ou voilà, en anglais il y a shallow tier, je crois, deep tier, Light. mid Light tier, tier. light tier et Ouais. ping tier qui est le plus intense, explosif. Mais ouais, en gros il y a ce qui va nous intéresser, ça va être le superficiel, le moyen et l'intensif. Et en fonction des phases dans lesquelles on se trouve dans notre programme, dans notre planif, on va aller chercher plus ou moins, enfin de la plio plus intense. Mm. Et quand on est plus loin de l'échéance, bah, de la plio moins intense, light, dans l'horizontalité. Ouais, ouais. Parce que même si on est loin de l'échéance et qu'on fait du volume, différentes directions et tout, on peut quand même rester dans la spécificité d'aller chercher au moins le vecteur horizontal. Ouais. Ça sert à rien d'être dans la hauteur. Euh, ça dépend comment on raisonne. Mm. Mais bref, il y a plein de choses à faire. Là-dessus, on peut faire ça sur la plio. Après, bah, le travail énergétique, t'en avais parlé. Ouais, ouais. Après, ça va dépendre parce que je trouve qu'entre 1000 mètres et 10 000, tu vois, il y a quand même un sacré gap, quoi. Donc, tu vois, 1000 Faudra aller mètres. spécifier, bien sûr. Ouais. Ouais, parce que 1000 mètres, en fait, tu t'aperçois que c'est même au-dessus de VO2 max, en fait. Enfin, tu vois, c'est encore Bah plus oui, loin parce parce que que... VO2 max, ça se maintient autour de 6 minutes, on va dire. Mais ça, 6 minutes, c'est pour tout le monde ou c'est... Ouais, c'est plus ou moins entre 6 et 10 minutes. Il y en a, ils arrivent Ok, à tenir encore plus longtemps. ok. Mais, euh, Ouais, donc si tu tiens mais donc, 3 en fait, minutes... ouais, là, c'est quand t'es vers 1000 mètres, du coup, bah,
Là, peut-être que la notion justement de vitesse max, de vitesse réserve, de puissance réserve, elle est encore plus importante. Et c'est ça les premières qualités que tu peux développer au début, quoi. Donc, ouais, ça peut changer un peu, mais après, bon, faire le schéma dont on parlait tout à l'heure, ça fonctionne bien quand même. Puis encore une fois, à mettre en perspective avec ce qu'on disait au début, en fonction du niveau. Hein. Parce que là, tu dis oui, c'est au-dessus du VO2 max, parce que dans notre tête, on se dit 1000 mètres, 3 minutes. Mais un mec, enfin quelqu'un Oui, qui est pas au niveau, et qui met, je sais pas, 5 minutes, je ouais, sais pas, je me rends pas compte moi, mais entre 4 et 5 minutes, bon bah, il sera plus proche du VO2 max, quoi. oui, oui, là, Mais c'est sûr, exactement. Ouais. donc après, tout change. Mais ouais, déjà, on a vu pas mal de choses, je pense. Hésite pas à nous dire si ce que t'en penses de ce podcast, de ce nouveau concept un petit peu sur l'analyse des sports et derrière ce qu'on met derrière dans la prépa physique. On aimerait bien savoir ce que t'en penses et derrière les prochains sports qui pourraient t'intéresser, qu'on puisse parler. Mm. Et on fera ça dans les prochains podcasts. Je sais pas si on a quelque chose à rajouter là-dessus. Je pense qu'on a Non, vu je pense beaucoup que de c'est choses bon. quand même. Je récapitule un petit peu rapidement avant de conclure. On a vu, et ce sera toujours la même trame à chaque fois, une partie analyse de l'activité où il y a toujours une composante, là en l'occurrence bioénergétique et biomécanique. On essaie de comprendre un petit peu les forces qui s'appliquent, quels tissus sont impliqués, les angulations, les vitesses, toutes ces choses-là, un point de vue bioméca. Et de l'autre côté, au niveau énergétique, comment ça se passe du point de vue de la consommation d'oxygène, des fréquences cardiaques, toutes ces choses-là. Ça, on analyse. Après, il y a la composante évaluer la personne sur ses facteurs de performance, sur ses qualités qui sont nécessaires dans le sport en question. Et puis après, il y a comment on développe ces qualités dont on a besoin et qu'on a analysé. Et après, le mettre en place dans un tout qui est cohérent et dynamique. Avec une périodisation qui fait du sens. Donc dis-nous ce que tu en penses de ce premier épisode sur entre guillemets le demi-fond avec des épreuves de 1000 à 10 000 mètres. On a dit beaucoup de choses, on est parti un peu dans tous les sens, mais bon, ça devrait s'améliorer avec le temps. Et puis, écoute, on se retrouve dans un prochain podcast qui sera sûrement une pathologie, je sais pas, on verra. Salut.